Alassane Ouattara reste à la tête de la CEDEAO pour un an de plus. C'est ce qui ressort de la clôture du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Autre décision, le soutien des chefs d'État au projet de transformer à terme la force africaine déployée au Mali, la MISMA, en une mission de paix de l'ONU. Dernière séance aujourd'hui de l'audience de confirmation des charges de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale à La Haye. Au même moment, s'est tenue ici à Abidjan une marche de protestation des femmes dans la commune d'Abobo pour protester contre les propos des avocats de Laurent Gbagbo. Et puis on l'appelle désormais pape émérite. Benoît XVI a quitté ses fonctions de pape ce jeudi depuis quelques minutes seulement. Benoît XVI a quitté le Vatican pour Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes située au sud-est de Rome. Il a survolé la place Saint-Pierre où plusieurs spectateurs ont assisté à son départ. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont apporté aujourd'hui leur soutien au projet de transformer à terme la force africaine déployée au Mali, la MISMA, en une mission de paix de l'ONU. C'est entre autres l'une des principales décisions prises à la clôture du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Autre décision de taille, la reconduction du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, pour un an de plus, à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Tous les détails sur la clôture des travaux de ce 42e sommet de la CEDEAO avec Jérôme Kofi Abola. Confiance renouvelée au président Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO. Un vote de confiance à l'issue de la 42e session ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui vient de se tenir les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro. Pour le président Alassane Ouattara, c'est un grand honneur fait à son pays en lui accordant un autre mandat d'1 an pour conduire l'organisation commune. Le président de la République de Côte d'Ivoire a indiqué ne ménager aucun effort pour poursuivre l'œuvre entamée. L'objectif, selon lui, étant le même, c'est-à-dire relever le niveau de la démocratie et la bonne gouvernance à travers la mise en place de marchés communs en vue de la promotion de la solidarité dans les pays membres. Évoquant la situation du Mali et de la Guinée-Bissau, le président Alassane Ouattara s'est dit plus que jamais déterminé pour le retour de la normalité dans ces pays. Nous devons résolument accélérer le règlement de la crise au Mali à travers un processus politique consensuel. J'encourage les autorités maliennes à mettre en œuvre la feuille de route et à impulser le processus de réconciliation nationale en vue de la tenue des élections dans un contexte apaisé dans les délais qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Dans le même temps, nous devons ramener la sécurité au nord du Mali afin de faciliter le retour des réfugiés et des déplacés. Sur la Guinée-Bissau, notre conférence salue les efforts menés par les autorités de la transition pour améliorer la situation sociopolitique dans ce pays frère. Nous encourageons la Guinée-Bissau à demeurer dans la voie de la normalité institutionnelle. Nous nous félicitons des progrès accomplis dans les négociations menées auprès du PAIGC dans le cadre d'un dialogue inclusif qui ont porté leurs fruits. En effet, la volonté du PAIGC d'accepter la main tendue des autorités de transition et de participer au processus en cours est une très bonne chose. Je voudrais, à cet égard et au nom de la conférence, saluer la convergence de vues que la CEDEAO partage avec la CPLP, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne sur la gestion de la transition en cours. Au cours de la conférence de presse qui a suivi la fin des travaux, le président Alassane Ouattara a insisté sur la situation au Mali qui, pour lui, constitue l'une de ses priorités. La MISMA se déploie, disons, quasiment tous les jours. Hier, je vous ai indiqué que nous étions à 73% de taux de déploiement. Vous vous souviendrez également qu'au départ, nous avions un objectif de 3300 auquel il fallait ajouter, j'arrondis les chiffres, auquel il fallait ajouter les 2250 Tchadiens. C'est ce qui donnait le chiffre de 5550. Et maintenant, nous sommes passés à 8000 et peut-être même que nous pourrions aller au-delà, tout dépend des possibilités de financement.
Donc à la date d'aujourd'hui, la MISMA est déployée aux 3/4, ce qui est tout de même une très bonne performance. Et dans les jours à venir, le déploiement sera donc fait de manière complète, puisque nous avons vu avec les pays qui avaient des difficultés de transport des troupes, nous avons résolu ces problèmes en marge de notre conférence. Donc le déploiement se fait normalement dans des délais que je considère exceptionnels et nous en sommes très satisfaits. Aussitôt reconduit, aussitôt au travail, le président Alassane Ouattara a procédé au lancement des travaux pour la construction d'une usine dans le cadre de la lutte contre le paludisme à travers la découverte de la plaque relative à ce projet. Un projet commun à la CEDEAO et 2 pays d'Amérique du Sud, à savoir le Venezuela et Cuba. Après l'usine qui sera implantée en Côte d'Ivoire, 2 autres verront le jour respectivement au Ghana et au Nigeria. Pour la CEDEAO, il s'agit de traduire par ce partenariat la volonté régionale d'éradiquer totalement le paludisme. Il a donc pris fin ce jeudi, le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui aura duré 48 heures. Il a été sanctionné par un communiqué final. Dans l'extrait que je vous propose, le sommet se félicite des perspectives économiques de la CEDEAO. Le point avec Abiba Dambélé-Sawé. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, après 2 jours de travaux, au cours desquels la situation au Mali et en Guinée-Bissau a été passée au peigne fin, décide de soutenir la transition dans ces 2 pays. Par ailleurs, la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, sera transformée en force de maintien de la paix. La conférence réitère son soutien ferme à la transition en cours et aux autorités de la transition, dirigées par le président Dioncounda Traoré, et exprime sa détermination à défendre la transition contre tout fauteur de troubles, civils ou militaires. Le sommet salue l'adoption de la feuille de route de transition par l'Assemblée nationale et exhorte les autorités maliennes et toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Prenant note de la décision des autorités maliennes de tenir les élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 juillet 2013, les chefs d'État et de gouvernement décident de proroger le mandat des organes de transition jusqu'à la fin de la transition, et ce conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle. À cette fin, ils exhortent les autorités maliennes compétentes à engager le processus constitutionnel nécessaire. Les chefs d'État et de gouvernement exhortent les autorités de la transition à créer les conditions nécessaires pour la tenue d'un forum de dialogue sur les questions de gouvernance entre les populations des régions du Nord, en impliquant notamment les représentants des différentes communautés, les élus et les organisations de la société civile. Et dans ce contexte, ils exhortent également les autorités de la transition à accélérer le processus de la mise en place de la Commission nationale de réconciliation et de dialogue en vue de promouvoir, et ce, à travers la plus grande représentativité possible, la réconciliation nationale et la restauration d'une paix durable. Sur la situation politique et sécuritaire au Mali, la conférence condamne fermement les campagnes de sabotage et de guérilla en cours, menées par les groupes terroristes et extrémistes dans le nord du Mali, et exhorte les forces alliées à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la contre-offensive afin de les neutraliser et d'engager des poursuites contre leurs complices. La conférence instruit la commission de la CEDEAO, en étroite collaboration avec la commission de l'Union africaine, d'adresser une requête aux Nations unies à l'effet de soutenir la requête formelle du Mali portant sur la transformation de la MISMA en une opération de maintien de la paix des Nations unies avec un mandat approprié dès que les conditions le permettront. Sur la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau, la conférence réitère son appui à la transition en Guinée-Bissau
La conférence se félicite de la signature du pacte de transition par tous les principaux partis politiques ainsi que de l'esprit consensuel et inclusif qui se construit autour du processus. La conférence encourage le président par intérim, M. Manuel Serifo Namadjou, à soumettre un projet de feuille de route révisé et réaliste à l'Assemblée nationale populaire pour la préparation et l'organisation d'élections générales libres, équitables et transparentes avant la fin de l'année 2013. La conférence exhorte l'Assemblée nationale à adopter le plus rapidement possible le dit projet de feuille de route et invite le groupe de contact régional sur la Guinée-Bissau à en assurer le suivi. Le sommet décide de prolonger la période de la transition en Guinée-Bissau jusqu'au 31 décembre 2013 en tenant compte du processus en cours au sein de l'Assemblée nationale populaire. Au plan économique, les chefs d'État se sont félicités des bonnes perspectives économiques au sein de la CEDEAO qui enregistre un taux de croissance de 6,9% en 2012. Au titre des performances économiques régionales et la consolidation du marché commun, la conférence a jugé encourageante les performances économiques réalisées par la région en 2012 afin de les consolider et soutenir une croissance réductrice de pauvreté. Les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à prendre des mesures ciblées visant notamment l'assainissement du cadre macroéconomique, l'approfondissement des réformes structurelles, la diversification du tissu productif et l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base. Dans cette perspective, la conférence exhorte le président de la Commission à prendre des mesures supplémentaires afin de renforcer les acquis des différents chantiers d'intégration, notamment dans le domaine de la consolidation du marché commun, du renforcement des programmes de convergence, de la promotion du secteur privé, ainsi que de l'accroissement des capacités de résilience de la région à travers la mise en œuvre de politiques sectorielles appropriées. La CEDEAO recommande la mutualisation des efforts des États membres dans la mise en œuvre des programmes communautaires. Tout cela pour accélérer l'avènement d'une Afrique de l'Ouest développée, intégrée et compétitive. Et puis dans le cadre du projet de construction d'un pont reliant la commune de Yopougon à l'île Boulé au sud de la Côte d'Ivoire, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, consent un prêt de 4,5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. La convention a été signée hier soir à Yamoussoukro en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le point avec Jean-Jacques Oméala. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, vient de prêter à la Côte d'Ivoire 4,5 milliards de francs CFA. Ce fonds va servir à construire le 4e pont devant relier la commune de Yopougon à l'île Boulé. La signature de convention de prêt a eu lieu ce mercredi à Yamoussoukro, en marge du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La BIDC, comme domaine d'intervention principal, le domaine des infrastructures. C'est la principale raison pour laquelle elle a accepté de financer ce projet. Ce prêt vient s'ajouter aux 14 milliards de francs CFA déjà mobilisés pour le même projet en septembre 2012. La construction de ce pont permettra à la Côte d'Ivoire d'accroître son réseau routier. L'importance de ce pont, qui va être le 4e pont, c'est de relier le continent à l'île Boulé pour permettre le développement d'un parc industriel et touristique. Le futur parc touristique et industriel verra le développement de réceptifs hôteliers, d'industries, de parcs paysagers, d'espaces de loisirs et sera, entre la lagune et la mer, une nouvelle perle offerte aux acteurs économiques et aux Abidjanais. Pariant sur l'avenir, les bailleurs de fonds régionaux ont accepté de financer la construction de ce pont en attente depuis 30 ans.
Pour terminer sur ce sujet, ces activités de la première dame de Côte d'Ivoire, toujours dans la capitale politique ivoirienne, Dominique Ouattara a entretenu les épouses de présidents qui ont effectué les déplacements de Yamoussoukro. Elle leur a fait visiter les villages de Tisserand, de Tiébissou, à quelques 50 km de Yamoussoukro. Le point avec Eugène Atoubé. 3 premières dames en visite dans les villages de Kondé-Yaoukro et de Mezambo. Un immense honneur fait à ces deux villages de la sous-préfecture de Tiébissou et une présence qui comble de joie et de bonheur leur population. Celles-ci ont pu réaliser que leur village possède un atout inestimable, le tissage traditionnel du pain baoulé, atout grâce auquel le Mezambo et Kondé-Yaoukro aujourd'hui apparaissent comme une attraction touristique, comptant parmi les fiertés et valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire. Il me tenait à cœur de vous dire personnellement combien j'apprécie la beauté des pagnes que vous tissez. Sur vos métiers à tisser, vous mettez du cœur à l'ouvrage et cela se perçoit bien, tant dans la qualité que dans l'originalité de vos productions. Des pagnes de qualité et de valeur faits des mains des tisserands de Bomizambo et Kondé-Yaoukro, regroupés en coopérative, ont été remis aux 3 premières dames et à leurs époux respectifs. Un geste pour dire merci et traduire à Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qu'on attend en patience, première dame de la République fédérale du Nigeria, et Sérifou Namajo, première dame de Guinée-Bissau. Les femmes de Kondé-Yaoukro et Bomizambo, très présentes dans la chaîne de production du pain baoulé et également présentes dans l'activité vivrière, ont sollicité l'aide de la première dame pour le développement de leurs activités, lesquelles connaissent un frein à cause des difficultés de commercialisation. Dominique Ouattara, très attentive et de grand cœur, a promis de leur apporter l'aide nécessaire attendue. Mais la première dame a rappelé l'existence du fonds qu'elle a mis à la disposition des jeunes et des femmes de Côte d'Ivoire pour les aider à se réaliser au plan économique et social. Les conditions d'acquisition du fonds sont très souples. Le FAFSI est une bonne opportunité de mener une activité génératrice de revenus et être autonome. N'hésitez pas à y adhérer. Séduites par les activités que mènent les femmes de Bomizambo et Kondé-Yaoukro, les 3 premières dames leur ont offert 2 millions de francs CFA pour le compte de la coopérative des tisserands, soucieuse de développer ses parts de marché. Patience Jonathan et Sérifou Namajo ont invité les femmes et les hommes de ces 2 villages à soutenir Dominique Ouattara dans ses actions en faveur du progrès des populations. Illustration, ce don constitué de 5 tonnes de riz, 2 broyeuses de manioc, 50 arrosoirs, 50 kits d'accouchement et 15 coussins. Un geste fait aux populations de Bomizambo et Kondé-Yaoukro avec une pensée pour Feu Kofi Gado, fidèle compagnon de Feu Félix Fauboigny, sur la tombe de qui la première dame de Côte d'Ivoire s'est inclinée à son arrivée dans le village de Bomizambo. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, effectuera une visite d'État en Côte d'Ivoire les 1er et 2 mars 2013. Au cours de cette visite officielle qui contribuera au renforcement des relations multiformes et historiques existantes entre ces 2 pays frères, les 2 chefs d'État examineront les sujets d'intérêt commun entre leurs 2 pays ainsi que ceux concernant la sous-région ouest-africaine. Les populations ivoiriennes sont invitées à réserver un accueil des plus chaleureux à l'hôte de marque, à son épouse et à la délégation qui l'accompagne. Toujours en rapport avec cette visite d'État, les journalistes de la presse nationale et internationale désireux de couvrir cet événement sont priés de bien vouloir prendre contact avec le service communication de la présidence de la République en vue de leur accréditation. On se rend maintenant à la primature. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a reçu en audience dans la journée les membres du cabinet américain ITC Strategies, puis le directeur général de la mission laïque française, Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, s'est rendu mardi soir à son cabinet à Abidjan, où il a reçu en audience une délégation du cabinet conseil américain LTL Strategies, conduite par son directeur général, Hilary Lake, et M. Guy Bang, directeur général de l'APEXI. Déjà, il y a pas mal de mesures qui ont été prises ici, en Côte d'Ivoire, par les instances ivoiriennes, autant privées que publiques,
pour voir comment accroître le commerce avec les États-Unis. Et on est venu voir dans quelle mesure on peut accompagner ou compléter peut-être certaines de ces idées. Et ce matin, juste avant de retrouver la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, pour le sommet de la CEDEAO, Daniel Kablan-Duncan a reçu le directeur général de la mission laïque française, Jean-Christophe Débert. La mission laïque française, plus ancienne association qui s'occupe de l'enseignement français à l'étranger, est très honorée de la confiance que le Premier ministre et le gouvernement ivoirien lui font pour penser la reconstruction de Mermoz et sa réouverture à une date prochaine, dès l'instant que toutes les diligences auront été satisfaites. En bref, sachez que la mission de consultation d'un groupe d'administrateurs de la Banque africaine de développement BAD a démarré aujourd'hui et prend fin le 3 mars prochain. L'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire est marquée par la libération aujourd'hui, 28 février, du secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, Laurent Akoun. Cette libération intervient après 6 mois de détention, mais Laurent Akoun sera assigné dans sa région d'origine à Memni, près d'Abidjan, pendant 1 an. Et puis, la dernière séance de l'audience de confirmation des charges de Laurent Gbagbo s'est tenue cet après-midi à la Cour pénale internationale à La Haye. Cette audience est capitale puisque c'est elle qui ouvrira ou fermera la porte à un procès de l'ex-président ivoirien devant la justice internationale. Laurent Gbagbo a été entendu ce soir au terme de cette audience. Au moment où prenait fin cette audience à La Haye, s'est tenue ici à Abidjan une marche de protestation des femmes dans la commune d'Abobo, précisément au rond-point d'Abobo-Banco. Le but étant de protester contre les propos des avocats de Laurent Gbagbo qui, à en croire les marcheurs, ont brandi au cours de l'audience de confirmation de charges la thèse du sang de mouton sur l'affaire des 7 femmes tuées le 3 mars 2011 dans la commune. Les explications de Patricia Omoetia. Vague de protestation des femmes suite aux propos tenus par les avocats de Laurent Gbagbo. Les avocats de Gbagbo disent que les femmes n'ont jamais été tuées et que c'est un montage avec du sang de mouton versé. Mais là, on n'a pas digéré, on n'a pas accepté et on n'accepte pas. La présidente des femmes du RDR se dit meurtrie. Ça nous fait mal, c'est comme si on nous blessait encore une deuxième fois. Parce que c'est à ce même endroit-là. Nous étions présentes quand on a tiré, quand nos femmes sont tombées, d'autres sont décédées dans nos mains. Alors on ne peut vraiment pas nous dire que c'est du sang de mouton. La marche initiée par les femmes de la commune d'Abobo, en guise de protestation, s'est achevée sur le lieu même du drame, là où les 7 femmes ont été tuées le 7 mars 2011. Les danseuses traditionnelles ont, selon elles, apaisé les esprits des disparus en esquissant des pas de danse afin que la paix s'installe définitivement en Côte d'Ivoire. Les yeux dans le monde entier rivés ce soir sur Rome. Benoît XVI a quitté ses fonctions de pape. Il a rendu sa démission il y a à peine quelques minutes. Pour la première fois depuis Célestin V en 1294, un pape abandonne sa charge de sa propre volonté. Benoît XVI a quitté le Vatican en hélicoptère pour Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes située au sud-est de Rome. L'hélicoptère a survolé la place Saint-Pierre où plusieurs spectateurs ont assisté à son départ. Benoît XVI s'en va donc, une situation qui suscite de nombreuses questions. Comment se fait le choix du pape? Qui peut devenir pape? On en parle dans un instant avec notre invité, le journaliste écrivain Lébry Léon Francis. Il est spécialiste du Vatican, mais avant, suivons ce récit de Gabriel Zani. La fumée blanche est le symbole que les cardinaux sont d'accord sur le choix d'un pape. Officiellement, tout homme baptisé vivant en règle avec l'Église peut prétendre au pontificat. Mais c'est généralement l'un des cardinaux membres du collège cardinaliste qui est élu. Les électeurs du nouveau pape sont les cardinaux qui eux-mêmes ont été nommés par les présidents souverains pontifes. L'élection du pape est réglée de manière rigoureuse par des tests que chaque pape a retouchés. Mais l'objectif reste le même, créer les conditions pour permettre au nouvel élu d'accomplir sa mission en toute indépendance. Pour élire le nouveau pape, 120 cardinaux de moins de 80 ans se réunissent en conclave dans la chapelle Sistine. Le matin du premier jour du conclave est réservé à la célébration de la messe. L'après-midi est consacré au premier scrutin qui peut être remis au lendemain si le futur pape n'obtient pas les 2 tiers des voix exprimées. Les bulletins électoraux dépouillés sont à chaque session brûlés dans un poêle. Le résultat du vote est annoncé par une fumée noire, vote non concluant, ou blanche, vote concluant.
Le feu est un feu de paille mouillé pour produire une fumée blanche. On ajoute les bulletins de vote au feu de paille pour produire une fumée noire. En cas de fumée blanche, le conclave prend fin lorsque le pape répond favorablement à la question de savoir s'il accepte son élection en tant que souverain pontife. Puis il choisit le nom par lequel il voudrait être appelé. Le pape est alors proclamé par le doyen du collège des cardinaux. Comme annoncé, je reçois pour vous, chez vous, le journaliste écrivain Lébrilion Francis. Il est spécialiste du Vatican. Bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Alors, le pape émérite a rendu sa démission il y a quelques instants. Comment réagissez-vous à cette démission? Moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas surprises par l'annonce de cette démission, parce que quand on est un observateur, disons, averti du fonctionnement du Vatican et même du fonctionnement de Benoît XVI, on peut s'attendre à ce qu'il annonce le jour qui lui semblera le plus favorable sa démission. Depuis un an, Benoît XVI y pensait. Il fallait simplement trouver le meilleur moment. Il a pris symboliquement la journée du 11 février, qui est la journée internationale des malades, pour annoncer à 11h35, alors qu'il avait réuni un consistoire ordinaire de cardinaux, que son âge avancé, le poids des charges, faisait en sorte qu'il ne pouvait plus désormais continuer à diriger l'Église, mais surtout à assumer son pontificat. Donc, je n'ai pas été surpris parce que déjà, on savait depuis un an qu'il allait le faire, mais surtout, dans une interview qu'il avait donnée il y avait peu de temps, il avait dit déjà que si un pape est fatigué, s'il ne se sent plus capable, alors quand quelqu'un dit ça... C'était des signes prémonitoires. Oui, il y avait un certain nombre de signes. Mais ce qui m'a surpris, c'est le jour de l'annonce, parce que personne ne savait quel jour il annoncerait ça. Il aurait pu annoncer ça même l'année prochaine. Il a choisi ce jour-là, dit-il, après avoir réfléchi, après avoir prié. Je crois qu'il faut faire confiance aux arguments qu'il a donnés pour la rénonciation. D'accord, Benoît XVI s'en va. Comment sera géré l'intérim au Vatican? Alors, l'intérim, dès que la confirmation de cette démission, comme ce soir même par exemple, est faite, s'ouvre une période d'intérim. C'est-à-dire que pendant 15 jours au moins, ou 20 jours au plus, les affaires courantes vont être gérées par les cardinaux. C'est par exemple le cardinal Tarcisio Bertone, qui est le chef de la Sécurité d'État, qui va... C'est en quelque sorte le numéro 2 du Vatican. Non, oui, le numéro 2, c'est en quelque sorte le premier ministre du Vatican. Voilà. Donc, il a la charge, bien sûr, de conduire les affaires courantes sous l'autorité des autres cardinaux. Il a la charge également de garder les palais pontificaux et avec un autre cardinal, en l'occurrence le cardinal Battista Re, ils vont donc, j'allais dire, conduire le conclave qui va s'ouvrir. Normalement, il revient au cardinal Angelo Sodano, qui était un ancien secrétaire d'État et qui est actuellement le doyen du Sacré Collège, de conduire ces réunions et de convoquer les cardinaux. Mais il a 85 ans et il n'est plus électeur. Donc il ne peut pas ni conduire les congrégations, ni conduire le conclave. On a bien suivi l'intérim. Maintenant, il y aura certainement cette phase de vote. Comment elle va se passer, le vote du nouveau pape? Alors, le vote du nouveau pape se passe, j'allais dire, comme tous les votes de nouveaux papes. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs. Pour être électeur à l'élection d'un pape, il faut avoir moins de 80 ans ou 80 ans. En tout cas, ne pas dépasser 80 ans. Donc, on est électeur. On vient à Rome, convoqué par le cardinal qui vous convoque, et ils se réunissent d'abord, les cardinaux, parce qu'avant que le conclave s'ouvre, il faut voir ensemble comment on va gérer les affaires courantes, comment on va convoquer le conclave, etc. C'est ce type de réunion qu'on appelle les congrégations générales. Puis, la date du conclave est fixée. À partir de ce moment-là, tous les cardinaux électeurs, ils vont être 115 ou 118, je ne sais plus très bien, il y a ces deux chiffres-là, vont donc commencer par une messe solennelle à la basilique Saint-Pierre pour demander à l'Esprit Saint de les inspirer pour choisir l'un d'entre eux. Généralement, ça se passe vers 10h. Et l'après-midi, effectivement, ils entrent à la chapelle Sixtine. Est-ce qu'il y a une majorité qui est requise? Ah oui, absolument. Comme tous les votes. La majorité qui est requise, c'est la majorité des 2 tiers. Il faut avoir la majorité des 2 tiers. Et normalement, on doit pouvoir faire chaque jour 4 scrutins. Alors, il faut que j'explique ça rapidement, parce que si au bout des 4 premiers scrutins, on n'a aucun nom qui se dégage, on continue à voter. Mais si au bout de 13 scrutins, on n'a toujours aucun nom, alors à ce moment-là, les cardinaux font une pause d'une journée, ils se reposent une journée, ils se laissent inspirer à nouveau,
et le lendemain, ils reprennent. Si au bout de 34 stricteurs, c'est-à-dire entre 12 et 15 jours, on n'a toujours pas trouvé le pape, alors les cardinaux ont le devoir de choisir entre les 2 cardinaux qui auront eu le plus de voix, le plus de votes, toujours en tenant compte de la règle de la majorité des 2 tiers. Et on finit par trouver donc le nouveau pape. Pour terminer, M. Lebris, de plus en plus on parle de l'éventualité d'un pape noir, surtout que l'Afrique régorge le plus grand nombre de catholiques dans le monde. Alors, est-ce que vous croyez à l'avènement d'un pape noir? Alors, Ali Dirasba, vous avez raison de dire qu'actuellement, selon les statistiques officielles, c'est en Afrique qu'il y a le plus grand nombre de catholiques, tout simplement. Mais vous ne dites pas que dans la curie romaine, les Africains sont les plus nombreux. Ils sont même les moins nombreux, c'est-à-dire les cardinaux africains sont les moins nombreux. Ils sont moins d'une vingtaine aujourd'hui. Et vous avez une majorité d'Européens, Français, Italiens, etc. Alors, est-ce qu'un cardinal noir, en fait on veut dire africain, parce que noir ça peut être noir américain aussi, hein, un cardinal africain surtout, pourrait être pape? Vous savez, il y a longtemps qu'on pose cette question. Déjà en 1978, pour ne prendre que cette date-là, au moment de l'élection de Jean-Paul Ier, du pape Jean-Paul Ier, on avait donné le béninois, le cardinal Gantin, comme possible pape africain dans le cadre de ce conclave. Bon, il n'a pas été élu, c'est Jean-Paul Ier, l'Italien, qui a été élu. Jean-Paul Ier est mort 33 jours après. Il fallait donc faire une nouvelle élection. Celle qui a donné l'élection de Jean-Paul II. Ouais. Là aussi, on avait toujours donné le cardinal Gantin. Il n'a pas été élu. Quand Jean-Paul II est décédé et qu'il fallait faire un nouveau conclave, une nouvelle élection, on a donné le cardinal Arinze, nigérian, pour quelqu'un qui a le meilleur profil africain pour devenir pape. Il n'a pas été élu, c'est Benoît XVI qui est élu. Et maintenant, on donne le cardinal Musengo, Laurent Musengo, qui est l'archevêque de Kinshasa. On donne le cardinal Peter Appiah Turkson, qui est ancien archevêque de Cape Coast, au Ghana. On donne même le Guinéen Robert Sarah, qui est ancien archevêque de Conakry. Est-ce un leurre? Est-ce que c'est un leurre de penser que... Non, ce n'est pas un leurre. Je vous explique comment, petit à petit, on donne de nouveaux candidats. Alors, sur ceux qu'on donne le plus ces jours-ci, c'est-à-dire Turkson, Sarah et même Musengo, je dois dire que, évidemment, on dit que c'est l'Esprit Saint qui guide, hein, donc je ne peux pas présager de ce que chaque cardinal va décider. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires à observer pour savoir si un tel pourrait être pape. Ceux-là sont cardinaux depuis seulement un peu plus de 2 ans. Et ça peut être un désavantage. On aura l'occasion certainement sur d'autres plateaux d'échanger de fond en comble sur la question. Merci infiniment à vous, Lebris Léon Francis. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du Vatican. Rendons-nous maintenant à Daoukro. Une nouvelle station d'essence vient d'être installée dans la ville. Aussi, les populations pourront-elles désormais s'approvisionner en gaz butane sur place. La station d'essence et le dépôt de gaz ont été inaugurés par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. C'était en présence de Thérèse Tapeyo. La première goutte de la nouvelle station de Daoukro pour la voiture du président du PDCI, Henri Konan Bédié. La 3e station de cette ville de la région du Ifo, dans le centre-est du pays, va offrir une source supplémentaire d'approvisionnement en carburant à la population aux tarifs légaux. Cette nouvelle station, qui est un fleuron de l'économie de Daoukro, permettra aux opérateurs économiques de cette localité d'être servis sans crainte de pénurie intempestive de carburant. Mais cette station est aussi une façon de lutter contre la vente sauvage du carburant. Je pense qu'avec un approvisionnement beaucoup plus régulier en station, les choses pourront être beaucoup mieux. Pas sûr que cette nouvelle station suffise à lutter contre les petits vendeurs de carburant. En revanche, il est certain qu'elle va générer de l'emploi à Daoukro et participer au développement économique de la ville. Vous le savez, c'est désormais une tradition. Tous les jeudis, vous avez droit à un dossier. Mais aujourd'hui, toute la rédaction de RTI 1 s'excuse. Vous aurez votre dossier le jeudi prochain. C'est l'occasion pour nous de rappeler l'information principale de ce
jeudi. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont apporté aujourd'hui leur soutien au projet de transformer à terme la force africaine déployée au Mali, la MISMA, en une mission de paix de l'ONU. C'est entre autres l'une des principales décisions prises à la clôture du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Autre décision de taille, la reconduction du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara pour un an de plus à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Tous les détails sur la clôture des travaux de ce sommet de la CEDEAO vous ont été présentés dans cette édition. Voilà qui marque à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.